Bonjour à tous, ce podcast vous est présenté par la Ligue de golf Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis Michael Knopp et nous allons donner la parole aux acteurs engagés pour le développement de la pratique du golf auprès des jeunes. Ils partageront leur expérience et bonnes pratiques pour que chaque jeune puisse s'épanouir dans notre sport. Notre objectif, vous accompagner pour rendre le jeu de golf accessible à un maximum de jeunes. Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode, nous avons le plaisir d'avoir comme invité William Baudry, conseiller technique fédéral au sein de la Ligue de golf Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour William. Bonjour Mickaël. Tout d'abord, pour préciser le contexte, nous collaborons ensemble autour du projet sportif jeune de la Ligue, la partie développement et animation des écoles de golf pour ce qui me concerne et la partie performance pour toi. Nos deux filières se rejoignent au travers notamment du volet détection afin de faire le lien entre les écoles de golf, l'action des comités et justement la filière de performance. Aussi, pendant cette interview, nous parlerons ensemble de cette filière de performance, nous évoquerons les CRE, Centres régionaux d'entraînement, et notamment ton rôle de manager sportif. Pour commencer, quel est ton rôle, s'il te plaît, en tant que conseiller technique fédéral? Alors au niveau de la ligue, je m'occupe, comme tu l'as précisé, de la partie performance. La partie performance, en fait, elle est liée directement avec le projet fédéral de la fédération, qui nous demande de nous occuper de nos meilleurs jeunes. La filière commence en fait U16, et pour être plus précis, minime, Benjamin et puis U12. Donc nous, on met en place des groupes d'entraînement, voilà, par rapport à un fichier national, ce qu'on appelle le fichier de couloir de la performance. Il faut savoir que ces groupes nous sont imposés par la fédération, puisque en minime et en benjamin, on nous fait passer ce qu'on appelle une liste de joueurs entraînables qui répondent à certains critères, c'est-à-dire le mérite du joueur et la moyenne de score, moyenne de stroke play exactement, de joueurs. Voilà. En fonction de ces critères-là, où les joueurs ont les deux critères, on appelle ça des HSN, des sportifs de haut niveau, ou ils ont un seul des deux critères, et dans quel cas ils incorporent les groupes de ligue. Alors justement, par rapport à ces groupes que tu évoques, tout l'entraînement est organisé en centres régionaux. Peux-tu nous dire comment déjà s'organisent ces centres et comment se positionne l'action de la Ligue par rapport à l'action des clubs concernant justement le développement des jeunes golfeurs sélectionnés en CRE? Alors, par rapport à l'action de la Ligue, nous, on a toujours mis en avant qu'on était un accélérateur de la performance, parce qu'en fait, on peut rien faire sans les clubs, sans les comités. C'est quand même eux qui nous fournissent la plupart des joueurs qui arrivent au niveau de la Ligue. Et nous, on a comme but de fournir à l'échelon supérieur, c'est au niveau fédéral, d'alimenter ce qu'on appelle les équipes de France. Les centres de performance, il y en a deux au niveau de Terre Blanche et du Golfe National, et notamment alimenter aussi la filière américaine, c'est-à-dire faire partir nos joueurs aux États-Unis dans les meilleures facultés en fonction du projet sportif de chacun. Concernant la Ligue et les CRE, donc les CRE, ce sont des entités qui sont représentées au niveau de la région avec ce qu'on appelle la MRP. Alors la MRP, c'est la Maison régionale de la performance. Donc chaque activité sportive est référencée, dont le golf. Et nous, on compose ça en plusieurs groupes, c'est-à-dire on fait trois niveaux, ce qu'on appelle les espoirs, les élites et les HSL. Voilà. Ces centres d'entraînement régionaux s'appuient sur des structures golfiques. Aujourd'hui, sur quelles structures golfiques s'appuient ces centres, s'il te plaît? Alors nous, on a référencé pour 2022, on avait 39 joueurs référencés sur ce fichier national. Et ils ont été répartis dans deux, ce que nous on appelle des centres d'entraînement, mais maintenant on appelle ça des CRE. Donc, il y a un CRE qui est sur le bassin lémanique au golfe d'Ezry, et puis un autre sur le bassin lyonnais au golfe du Gouverneur. Peux-tu, s'il te plaît, nous préciser l'apport d'expertise et même la périodicité au travers ces centres? Les CRE, on a un staff qui est dédié à l'entraînement. Donc, dans ce staff, on a des préparateurs physiques, on a des techniciens, on a une psychologue du sport, on a un médecin, on a un caddie professionnel, et des intervenants extérieurs sur la nutrition, sur le fitting, enfin sur tout ce qui est lié à la performance.
Ça représente à peu près au niveau de la ligue 17 personnes au total. Voilà. Nous, on appelle ça des experts, puisque chaque intervenant est spécialisé dans son domaine. Et en fait, ils prennent les joueurs en charge par rapport à leur projet sportif, puisque chaque joueur a un projet sportif bien défini en début d'année. Et d'ailleurs, ce qui est la complexité de la chose, c'est que tous les projets sont différents. Et il n'y a pas de mauvais projet, en fait. On peut avoir un projet de haut niveau, c'est-à-dire je veux être joueur professionnel. On peut avoir un projet scolaire aussi, je veux jouer au golf et aller faire des études aux États-Unis grâce au golf, par exemple. Il n'y a pas de mauvais projet, en fait. Mais la plupart des joueurs, quand même, ont un projet fort, puisque nous, on est obligé de faire la différence entre un projet sportif et un projet plutôt, alors je peux dire ça, développement ou ludique. Des jeunes qui veulent jouer au golf, mais qui ne veulent pas forcément en faire une vocation. Mm. Donc tout ça est bien segmenté. Nous, dans les groupes, on peut intégrer des joueurs en dessous en dessous de ce qu'on appelle chez les 12, on a des wildcards potentiels. Et on a aussi la possibilité de sortir des joueurs qui seraient, par exemple, U14, pour être plus simple, qui seraient Benjamin ou minime, dont le projet fédéral n'est pas assez fort. Et donc, en fait, on n'a pas intérêt à accélérer les choses puisqu'ils ne sont pas, ils n'ont pas de vocation à faire un projet sportif. Tu interviens en tant qu'entraîneur sur les centres, mais également tu as le rôle de coordinateur, notamment en termes de planification de ces entraînements. Peux-tu nous préciser également comment s'organise, s'il te plaît, la communication entre les intervenants des CRE et les enseignants qui suivent les joueurs en club? Alors, il y a plusieurs fonctionnements en fait. Pour certains joueurs, on fonctionne en direct, c'est-à-dire on a les coachs au téléphone par rapport au projet et en fait on ne fait que euh, poursuivre le projet qui est en club, voilà, via nous des tests, via des positionnements, via les tournois, parce qu'on est quand même beaucoup présent en tournoi, puisqu'on fait 26 tournois coachés au niveau de la ligue, donc on les suit quand même toute l'année. On les regroupe 12 fois dans l'année. Alors les regroupements en fait sont à la journée où il y a des experts qui interviennent et tout ça est fait en lien avec les coachs, les clubs. Certains communiquent beaucoup, d'autres moins, voilà, en fonction des besoins. Chez les espoirs, Cédric Saint-Smec, qui s'occupe du groupe espoir, par exemple, lui fonctionne avec des fils de liaison. Ça marche très bien. Pour d'autres, ça marche moins bien. C'est quand même un peu à la carte. D'accord. Et combien de jeunes, alors en général, même si on a bien compris, tu parlais notamment de critères fédéraux, mais en général, combien de jeunes chaque année intègrent ces centres régionaux d'entraînement? Alors, en fait, on n'a pas un quota défini. On prend pas pour prendre, en fait. On n'a pas un nombre défini en début d'année. D'abord, on est régi par le fichier national qui nous impose, enfin, c'est pas, qui nous donne une liste de joueurs entraînables. Et après, nous, en général, on peut rajouter ce qu'on appelle les white cards chez les U12, c'est-à-dire intégrer des jeunes à long terme, puisque quand on les rentre, on essaie de les garder quand même au moins 3 ans, enfin, jusqu'à l'année, première année de Benjamin, parce qu'on estime que sur un an, c'est trop court. Et la totalité, pour la 2023, je crois qu'on avait 39 joueurs, je crois, de toutes D'accord. catégories. Et tu dis de toute catégorie, et à partir de quel âge, ou plutôt quel est par exemple en 2023, quel était l'âge de l'enfant le plus jeune? Alors, le plus jeune avait 8 ans et demi quand on l'a rentré. En fait, nous, on parle pas d'âge, en fait. C'est un peu la différence, et notamment quand on discute avec les comités, nous, on fonctionne pas en âge, on fonctionne en niveau, en fait. C'est-à-dire qu'un enfant de 8 ans, s'il a le niveau, par exemple, d'un joueur de performance, nous, on l'intègre par rapport à son niveau, mais pas forcément à l'âge. Voilà. C'est un peu la différence par rapport à un comité où on leur demande, par exemple, de s'occuper des U8, U10. Nous, on fonctionne pas tout à fait comme ça. Nous, on fonctionne plus par rapport à un niveau réel du joueur. Voilà. Et, Ce qui est sûr, c'est que quand on les prend très jeunes, la plupart ont déjà intégré le circuit des grands prix jeunes. Et il faut qu'ils soient capables de faire 18 trous en tournoi. Et après, en fonction de l'âge, on va les orienter sur un calendrier de compétition fédérale, puisque la fédération aussi a des attentes avec ce qu'on appelle les grands prix majeurs, les sélections équipe de France, les stages nationaux. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu vois.
Et justement, par rapport à ces niveaux que tu évoques et par rapport à la liste qui est fournie par la fédération autour des critères fédéraux, peux-tu nous préciser pour ceux qui ne connaissent pas les notions de moyenne stroke play et notamment de Meridian, de quoi il s'agit? Alors, le mérite jeune commence, il y a pas d'âge en fait. Les jeunes marquent des étoiles en tournoi. Au bout de 3 étoiles, ils rentrent au mérite jeune. Et en fait, ils font avancer leur classement au mérite jeune en fonction des résultats en tournoi. En général, la moitié du champ marque des points et ils sont classés. Et sur la moyenne de stroke, alors la moyenne de stroke est un peu différente parce que nous, on parle de moyenne de stroke simplifiée, c'est-à-dire seuls les résultats fédéraux rentrent en compte. Et nous, on fonctionne sur une moyenne de stroke play à 6 mois. Pourquoi 6 mois? Parce qu'en fait, dans l'évolution, notamment chez les jeunes, ça va très très vite. Et on peut avoir un jeune qui, en 3 mois, fait énormément de progression. Et si on les prenait à 12 mois, ils ne seraient pas au même classement, en fait. Ok. Merci, William. Je te propose à présent que nous évoquions plus en détail l'accompagnement des jeunes sur les tournois. C'est une notion que nous avons déjà abordée dans un précédent épisode avec Arthur de Letermos, au travers l'intégration du volet performance dans un projet sportif de club. Tout d'abord, concernant les jeunes qui sont en CRE, de combien de tournois coachés bénéficient-ils sur une saison, s'il te plaît? Alors, l'ensemble des joueurs, ça représente 26 tournois. Voilà. Chaque catégorie a des tournois ciblés. Par exemple, quand on parle des espoirs, ils sont déjà plus sur les Grands Prix jeunes. Les Benjamins vont être plus sur une catégorie Grand Prix jeunes majeurs. Donc, les Grands Prix jeunes majeurs, il y en a 4 dans l'année, où on regroupe les meilleurs Benjamins. Et la catégorie minime est un peu différente. Elle est individualisée, puisque là, on est déjà sur des tournois qui sont très spécifiques en fonction de leur niveau. Donc, c'est assez compliqué de faire une trame commune pour tous les minimes. Et on va rajouter à ça, bien sûr, les incontournables de la saison, c'est-à-dire les championnats de France, où on les accompagne aussi à l'étranger, puisque on est représenté en Belgique, cette année en Écosse. On les amène aussi à l'étranger parce que au niveau de la performance, ces joueurs-là ont besoin d'aller se confronter aussi à des terrains différents, à des joueurs différents. L'idée est de regrouper en fait les meilleurs ensemble. Je pense que l'idée au départ du CRE, c'était de regrouper les meilleurs ensemble pour qu'ils puissent se côtoyer, parce qu'on a quand même une région qui est très très grande. Hein. On part du Cantal jusqu'au bassin lémanique à Aix-les-Bains, donc c'est très très grand. Et on a toujours pensé que regrouper les meilleurs faisait une force par rapport au groupe et au collectif. Rester tout seul dans son coin, c'est difficile. Et puis on peut très vite devenir un peu champion de son village et pas avoir notion de quel est le réel niveau en fait des jeunes par rapport à la catégorie. Euh, merci Willy. Lorsque tu es sur une épreuve avec les jeunes, peux-tu nous expliquer ce que tu fais? Alors en tournoi, dans le fonctionnement en général, on fait 2 reconnaissances chez nous. Alors on fait 2 reconnaissances en amont du tournoi. Euh, et on a fait le choix cette année, par exemple, de faire, en fait, depuis 2 ans même, de faire venir avec nous un caddie professionnel. On appuie beaucoup sur la stratégie de jeu en fait. Voilà. Puisque au niveau de la performance, les enfants doivent jouer des zones sur le terrain, mais il faut faire attention aussi puisque il faut qu'ils restent très offensifs. C'est euh, c'est un peu des deux en fait. Il faut jouer des zones et il faut pas avoir peur d'être très offensif. Alors pourquoi? Parce que à haut niveau, les joueurs sont très offensifs. Et si on leur apprend pas très jeune à être très offensif, ben, plus tard ça passe pas en fait. Parce qu'il y a des lignes de jeu qui ne prendront pas, s'ils n'ont pas l'habitude de les prendre. Et il faut développer ça très très jeune. Et c'est là où c'est un peu compliqué puisqu'on a affaire à, il faut être offensif, mais il faut faire aussi un score. Donc c'est un compromis entre les deux. Quand c'est que je dois être offensif, quand c'est que je dois placer. Les meilleurs sont très offensifs en fait. Ça c'est sûr. Euh, Arthur, quand il parlait du coaching dans un précédent épisode, il évoquait un métier dans le métier. Et si on se positionne côté entraîneur, peux-tu nous dire justement sur un tournoi quelle est la journée type? Alors
Je pense qu'Arthur avait raison sur le fait que c'est un métier dans le métier. La difficulté en coaching, c'est qu'on doit faire performer le joueur. Et on doit faire performer le joueur au jour J. Donc, en fait, nous, le joueur arrive, il s'est entraîné dans son club, et on doit faire avec ses points forts et ses points faibles. C'est là où c'est difficile, puisque pour pouvoir performer, on doit s'appuyer que sur les points forts et oublier un peu les points faibles. Et les points faibles sont travaillés plutôt en semaine dans leur club. Donc, c'est ce qui est un peu compliqué. Après une journée type, ben, il y a une notion physique importante, donc il y a réveil musculaire. Voilà, les jeunes commencent par un réveil musculaire avant déjeuner. Ils arrivent au practice, ils refont un échauffement physique, mais plutôt plus orienté sur le jeu. Là, on va commencer à faire les gammes par rapport à ce qu'on a besoin sur le terrain. Donc, par exemple, s'il y a beaucoup de bunkers, on va peut-être orienter un peu plus sur les sorties de bunkers. En fonction de la grandeur des greens, tout ça, on va aussi orienter les chips. Est-ce qu'on a besoin de chips haut, de chips bas, de long chip, le wedging, voilà. Et après le driving, puisque nous en CRE, les points abordés sont driving offensif, wedging et putting. Voilà. Donc, ils ont des protocoles à mettre en place. Chaque protocole est individualisé parce que, encore une fois, la complexité, c'est d'avoir un groupe, mais on peut pas faire tout la même chose au même groupe. Voilà. Même le réveil musculaire aujourd'hui est individualisé. Il y a des jeunes qui ont besoin d'un réveil musculaire plutôt assez agressif parce qu'ils ont besoin de se réveiller. D'autres qui sont déjà plus énervés à la base vont plutôt faire de la mobilité parce qu'ils sont déjà réveillés, donc j'ai pas besoin de les énerver plus. Ben, tout est en fait individualisé en fonction des joueurs. Je te propose qu'on aborde un point qui me paraît essentiel aussi quand on parle de ce coaching, c'est le débrief post-parcours. Comment celui-ci est conduit et puis quel est son objectif? Alors, le débrief post-compétition, par exemple, on va, euh, on va s'attarder aux points forts du joueur. Qu'est-ce qu'il va mettre en place sur le parcours pour performer avec ses points forts? Donc, en général, ils se connaissent assez bien. On va éviter les points faibles, puisque les points faibles sont plutôt négatifs, donc ça, on n'en parlera pas. Et on va fixer des objectifs de moyens par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des objectifs de moyens? C'est ben, comment je peux être performant sur tel ou tel secteur pendant le jeu. Donc, souvent, on va parler de routine, voilà, de respiration, de visualisation. Il y a tout un côté mental qui est quand même développé en compétition. Et après, on va essayer d'éviter ce qu'on appelle les mauvaises zones, c'est-à-dire pas mettre le joueur en difficulté sur un coup qu'il sait pas faire. Voilà. Mais là aussi, les zones sont différentes. Pour certains, une zone, ce que nous on appelle pas OK. Pour d'autres, elle est OK. Enfin, chacun a ses zones bien définies. Donc la reconnaissance est vraiment, je pense, l'élément le plus important en compétition pour que le joueur en fait fasse un cahier de parcours qui lui convienne à lui et pas un cahier de parcours que nous on va lui imposer parce que si on lui impose des choses en fonction de l'âge aussi, il faut savoir qu'on a des très petits. Hein. Chez les petits, ça va être un cahier de parcours un peu plus allégé. Chez les plus grands, on va arriver à un carré de parcours qui va ressembler au carré de parcours du joueur professionnel. Merci William pour ces précisions donc, qui permettent en tout cas de bien comprendre quelles sont les exigences quand on parle de performance et quelle est la préparation à mettre en place. Je te propose que nous parlions à présent de la filière de qualification au championnat de France des jeunes, notamment U12 Benjamin. Pour un jeune dont l'objectif serait d'être champion ou championne de France, quelles sont les étapes pour y parvenir et comment bien se préparer à cette échéance au niveau de la planification des compétitions, s'il te plaît? Alors, la planification reste un grand sujet et très complexe en fait. Alors, par rapport au championnat de France, puisqu'on va parler de cette épreuve-là, certains vont passer par les comités, notamment l'épreuve intercomités pour se qualifier, pour aller à la deuxième épreuve qui sont les qualifications régionales. Suite aux qualifications régionales, certains sont qualifiés pour ce qu'on appelle la finale interrégionale. Et de la finale interrégionale, un certain nombre va aller au championnat de France. La complexité, c'est qu'il y a aussi des joueurs qui sont automatiquement qualifiés à certains étages. En fait, certains sont directement qualifiés au FIR, par exemple. D'autres sont directement qualifiés aux France.
Donc la planification, elle est aussi en fonction de est-ce que j'ai besoin d'aller jouer ces épreuves-là? Puisque nous, on considère que, par exemple, les championnats régionaux, certains y participent pas parce qu'ils ont d'autres joueurs, d'autres tournois à jouer plus importants que celui-là. Et en fait, ils perdraient du temps dans leur progression. Donc, ils sont qualifiés de fait. Pour 2024, on est sur sûrement un changement de qualification. On attend la réforme fédérale, mais il y aura un changement pour 2024, notamment, il y aura sûrement un étage qui n'existera plus, c'est la finale interrégionale. Alors, justement, pour se préparer à tous ces étages, si on peut dire, est-ce qu'il y a une alternance qui est préconisée en fonction des catégories entre justement les tournois à jouer, l'entraînement en club, peut-être des tournois de club aussi, pour prendre confiance? Quelle est cette alternance qui est recommandée? Alors, en fait, chaque catégorie a un nombre minimum de tournois à jouer, ce qu'on appelle le divisor. Alors, pour faire simple, le divisor, c'est le nombre de tournois que doit jouer un enfant dans l'année en fonction de sa catégorie. Par exemple, chez les U12, c'est 10 tournois préconisés, 12 chez les benjamins et 14 chez les minimes. En fonction de ça, comme tous les joueurs sont différents, certains ont besoin de beaucoup jouer, d'autres moins. Nous, dans tous les cas, ce qu'on préconise, c'est un retour, ce qu'on appelle un retour au stand, c'est-à-dire qu'il faut quand même que les joueurs puissent préparer les tournois en amont. Donc, pour les préparer, il faut qu'ils puissent s'entraîner, rentrer dans leur club, voir leur pro. Et aujourd'hui, on est plus dans un système de course au point qui est un peu compliqué parce que les joueurs jouent énormément et du coup se préparent pas assez, en fait. Et nous, on pense qu'ils jouent trop, en fait. Il faudrait qu'ils jouent un peu moins pour justement préparer les épreuves importantes dans l'année. Mais c'est un compromis difficile puisqu'on est sur du résultat, de l'entraînement, comment programmer l'entraînement par rapport à un tournoi ciblé. Alors, on aide les parents, hein. Nous, en début d'année, on a des préconisations fédérales par catégorie avec les tournois à jouer en fonction des niveaux. Voilà, il y a 8 niveaux et en fonction du classement ou du mérite du joueur, de sa moyenne de stroke, on va orienter les jeunes sur tel et tel tournoi. Mais il faut faire attention de ne pas trop les faire jouer quand même. Donc, si je comprends bien, en tout cas, là, il y a vraiment une notion, tu parlais enfin, tu disais, la planification, il y a beaucoup à dire. C'est vraiment une notion centrale, pas simple à aborder, mais il y a un vrai travail, donc, du coup, en amont de la saison, de réflexion, à faire pour faire les choses dans le bon ordre et atteindre les objectifs fixés. Oui, la planification fait partie du quotidien d'un sportif de haut niveau, en fait. Il doit planifier ses entraînements, planifier ses tournois, planifier ses entraînements. Il faut pas oublier que les facteurs de performance sont nombreux dans le sport. En golf, par exemple, ils doivent travailler leur petit jeu, le putting, le driving, le wedging, les coups spéciaux, euh, se préparer physiquement, se préparer mentalement. Donc tout ça fait que c'est un planning assez chargé et tout mettre en place prend du temps. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui jouent beaucoup parce qu'il faut marquer des points, avec beaucoup d'émotions aussi parce qu'il faut savoir qu'il y a des tournois d'entraînement, il y a des tournois où on doit performer. Très vite, on arrive à des joueurs qui veulent performer tout le temps, et c'est pas possible parce qu'il y a des pics de progression. Et il faut faire attention sur les pics parce qu'il faut être prêt au bon moment. Pour exemple, être prêt 3 semaines avant le championnat de France sur un pic de performance très élevé peut se retourner contre le joueur parce que 3 semaines après, s'il est sur un pic descendant, il sera moins performant en France alors que c'est sûrement un de ses objectifs principaux de l'année. Donc c'est assez compliqué. C'est compliqué aussi avec les parents, puisqu'il faut aussi discuter avec les parents, leur demander de pas jouer. Ça, c'est assez dur. Les parents font jouer énormément les enfants. Faut leur expliquer que jouer, c'est bien, mais il faut s'entraîner et se préparer, en fait. Alors justement, tu évoques l'ensemble des facteurs de la performance. Euh, L'environnement en fait partie, notamment la communication avec les parents. Euh, Juste avant d'arriver à la fin de cet épisode, je te propose vraiment d'évoquer, on a parlé, enfin, technique, tu as parlé des compartiments du jeu, mais comment est pris en compte l'aspect mental, l'aspect préparation physique, l'aspect environnemental dans la construction de la performance de l'enfant?
Tout part du projet de l'enfant, en fait. Voilà, en début d'année, nous, on leur demande un projet. Et en fonction du projet, on va construire en fait une trame qui va aider le joueur à réussir son objectif de l'année. On a des objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme, dans tous les secteurs d'ailleurs, pas que dans le jeu, hein. Et en fonction de ces secteurs-là, on va essayer d'orienter les parents sur les besoins qu'ont réellement les enfants. Et on fait aussi remonter aux pros, voilà, quels sont nos besoins par rapport à la performance, puisque l'avantage des CRE, c'est qu'on est beaucoup présent en tournoi quand même. Donc, et la tournoi, c'est la vérité. C'est là où on voit le vrai niveau de l'enfant, en fait. Donc nous, on est un peu les oreilles et les yeux des pros en tournoi pour leur dire, ben voilà ce qui se passe sur le tournoi, il est comme ça, comme ça. Et souvent, on arrive à une différence par rapport à un enseignant qui a l'enfant dans son club où tout se passe bien et qui comprend pas pourquoi les résultats vont pas ensemble. Et c'est souvent un manque de préparation. En fait, tous les facteurs sont importants. L'alimentation, la nutrition aujourd'hui fait partie des choses importantes. Quand les enfants font 5 jours de tournoi, il faut être capable de supporter une charge de travail pendant 5 jours. Pas oublier de dormir. Voilà, aujourd'hui, ils sont tous avec leurs écrans, donc on se bat aussi avec ça, comme tous les parents, hein, se battre avec les écrans. Mais c'est complexe, en fait. La performance, c'est une notion très complexe. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci William pour ce partage d'expérience qui va permettre à nos auditeurs d'en découvrir davantage sur la filière de performance et les exigences du haut niveau. Merci à toi, Michael. À bientôt pour un À prochain bientôt. épisode. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts ainsi que d'autres ressources pour développer et accompagner la pratique du golf auprès des jeunes sur galaxygolf.fr, la plateforme dédiée aux écoles de golf de la Ligora.